Dernière nouvelle. Nous venons d'apprendre, d'après le Wall Street Journal, que l'Iran a informé les médiateurs qu'il ne participerait aux réunions d'Islamabad, au Pakistan, que si un cessez-le-feu était garanti pour le Liban. Je pense que la situation au Liban devient sérieuse. Qu'en pensez-vous et comment voyez-vous les choses en ce moment? Car c'est crucial, c'est fragile. Nous savons que le cessez-le-feu n'en est encore qu'à ses premières heures. Comment voyez-vous l'évolution de la situation avec le temps et comment jugez-vous la gestion des deux côtés? Non, comme je l'ai dit, les États-Unis vont devoir intervenir et ramener Israël à la raison. Sinon, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Et Donald Trump n'a pas le choix. Il ne joue pas ici. Il n'a aucune carte en main. Donald Trump doit ramener Israël à la raison, sinon cette guerre continuera. Et maintenant, vous savez, l'Iran aura une position morale encore plus forte pour dire « nous voulions la paix ». Mais Israël commettait un génocide contre les Libanais. Et nous avons dit que cela devait en faire partie. Les États-Unis refusent de coopérer. Il faut exercer une pression sur le détroit d'Ormuz. Oui, les choses deviennent sérieuses, mais je crois sincèrement que les États-Unis ne vont pas sacrifier l'héritage politique de Donald Trump à cause des ambitions d'Israël au Liban. Encore une fois, on ne peut pas se déclarer vainqueur sans avoir vaincu l'ennemi. Israël essaie de faire croire qu'il détient toutes les cartes au Liban. Ils sont en train de perdre. Ils ne gagnent pas. Vous savez, ils en reviennent encore à ce qu'ils font toujours. Punir collectivement le peuple libanais. Cela ne peut pas être toléré. Donc je pense que les États-Unis vont intervenir et dire non, ça fait aussi partie du cessez-le-feu. Je pense, Scott, que lorsque tu parles des États-Unis, s'asseyant à la table avec l'Iran et avec la Chine, je dirais que la Russie devrait aussi en faire partie. Il doit y avoir une sorte de grande stratégie de la part de Donald Trump pour aller dans cette direction. Penses-tu que ça soit en train de se produire? Parce qu'après tout, la sécurité du Moyen-Orient repose actuellement en grande partie sur les décisions de l'Iran concernant Israël. Je pense que cette réalité est bien comprise par l'administration Trump. Comment vois-tu cela évoluer pour la région et pour la coopération entre les deux pays, l'Iran et les États-Unis? Je veux dire, tout d'abord, l'objectif à long terme, bien sûr, c'est la normalisation des relations. Ce serait le but. Je ne vois pas cela se produire du jour au lendemain. Je ne vois pas d'ambassade s'ouvrir sur le sol de l'autre à ce stade. Vous savez, à travers les BRICS, à travers la Chine, à travers la Russie, des réunions peuvent avoir lieu où des représentants iraniens et américains se trouvent dans la même pièce. Peut-être qu'ils peuvent se rencontrer en marge et entamer un dialogue, une discussion. Mais la confiance doit être établie. Le cessez-le-feu doit tenir. La paix doit s'enraciner. Cela doit arriver d'abord. Ensuite, les Iraniens doivent en voir les avantages. Tout cela ne reste que des mots tant que l'argent ne commence pas à entrer et que l'Iran ne commence pas à tenir ses promesses envers son peuple. Donc, je ne sais pas, la connexion Internet va bien? Ouais, je suis là, Scott. Internet est revenu maintenant. Ouais. Alors, tu sais, la paix ne va pas éclater instantanément entre les États-Unis et l'Iran. Mais l'Iran va devoir percevoir les avantages de cette proposition et cela doit se produire assez rapidement. Et Trump doit survivre politiquement. Je veux dire encore une fois, Trump ne va pas se sacrifier pour qui que ce soit. Donc je pense vraiment que vous allez voir les deux parties déterminées à faire en sorte que cela fonctionne. Ils vont trouver une solution. Écoutez, Trump fait face à un monde totalement nouveau ici. Avant cela,
nous pensions pouvoir tenir le détroit de Malacca, ce qui signifiait que nous pensions pouvoir contrôler les voies maritimes de la mer de Chine méridionale. Nous ne contrôlons rien. La nouvelle réalité, c'est que nous ne contrôlons rien, absolument rien. Vous savez, nous n'avons même pas pu sécuriser le détroit d'Ormuz. Comment pouvons-nous penser que nous allons empêcher la Chine de fermer la mer de Chine méridionale en cas de grande crise? Cela change tout. Vous savez, Trump doit comprendre que Pete Hegseth ne peut tenir aucune de ses promesses. Aucune. Ce qui signifie que, vous savez, il faut se référer au document de la stratégie de sécurité nationale de novembre 2025, où il est question de supériorité militaire sur la Chine. C'est notre approche dans le Pacifique. C'est terminé. La supériorité militaire, ça n'existe pas. Ce qu'il faut espérer, c'est que nous cessions de militariser ces conflits. Nous devons commencer à traiter avec les Chinois sur les plans économiques et diplomatiques. Et je pense que vous allez voir cela comme le nouveau Donald Trump. Et c'est la même chose avec la Russie. Vous savez, nous en avons désespérément besoin. Et ce n'est pas comme si, d'accord, le détroit d'Ormuz est ouvert, et donc nous allons la Russie encore une fois. Les dégâts qui ont été causés vont durer de nombreux mois, peut-être des années. Et nous avons besoin de l'énergie russe sur le marché. En plus, le monde en a assez des sanctions américaines. Moi aussi, j'en ai assez. Donc je pense que Trump doit entrer dans un tout nouveau monde de relations, et ces relations feront partie des garanties de sécurité dont dispose l'Iran. Une fois que vous démilitarisez le mécanisme américain d'interaction avec le monde, tout change. Et je pense qu'un des aspects importants de la victoire iranienne ici, c'est qu'elle avertit Trump que cette machine militaire que Pete Hegseth a promue n'apporte aucune solution. Elle ne fait que créer des problèmes. Cela ne veut pas dire que l'Amérique renonce à son armée, mais peut-être que cela signifie que nous devrions consacrer plus d'efforts à la diplomatie. Je pense que cela est lié aux bases américaines au Moyen-Orient. Comment voyez-vous la politique de l'administration Trump concernant ces bases? Vont-ils se retirer? Parce que cela fait partie de l'accord que l'Iran demande. Et honnêtement, je ne vois pas, jusqu'à présent, à quoi ces bases ont servi dans cette guerre. Vous savez, pendant si longtemps, les États-Unis ont utilisé ces bases comme garantie de sécurité pour ces pays. Mais au final, cela n'a pas fonctionné. Les bases visaient à projeter la puissance militaire américaine dans la région afin que nous puissions contrôler le pétrole, contrôler l'énergie, contenir l'Iran, au départ pour contenir l'Irak, puis pour vaincre l'État islamique et tout ce qui s'ensuit. Je pense que vous allez voir beaucoup de déclarations de victoire. Les États-Unis vont dire que le problème de l'État islamique est sous contrôle, que nous pouvons remettre l'Irak aux Irakiens et que nous pouvons quitter l'Irak. Nous ne voulons simplement pas admettre que nous avons été chassés d'Irak. Vous savez, à quoi sert la base aérienne d'Al-Udeid? Il n'y a aucune raison d'avoir une base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, même si les Qataris étaient disposés à nous y laisser revenir, ce qui apparemment n'est pas le cas. Cela n'a aucun sens. Nous n'en avons pas besoin. On peut donc dire que la paix est rompue. Cet accord de paix avec l'Iran, je connais des gens. J'aimerais juste pouvoir remonter le temps et revoir les commentaires où certains disaient des choses stupides. Donald Trump va présenter cela comme l'un des plus grands accomplissements pacificateurs de sa carrière. Parce qu'il doit le présenter ainsi, cette guerre a brisé tous les paradigmes existants. Avant cette guerre, on ne pouvait même pas commencer à penser à la paix. Parce qu'Israël, l'Iran, ils étaient toujours, vous savez, on ne pouvait pas résoudre le problème du Liban. On ne pouvait pas faire ceci, on ne pouvait pas faire cela. Et l'Amérique devait être là. Mais nous ne voulons pas être là. Nous ne sommes pas les policiers du monde.
Nous avions donc besoin de cette guerre pour briser le paradigme, pour redéfinir les relations dans le Golfe. Et maintenant que nous l'avons fait, nous serons présents sur le plan économique. Nous dirigerons sur le plan économique, mais nous n'avons pas besoin d'y maintenir notre armée. Il y a la paix, donc il n'y a plus besoin du pacificateur américain. Et nos garçons et nos filles rentrent à la maison. Donald Trump, prix Nobel de la paix. Je suis le plus grand homme ayant jamais marché sur la face de la Terre. C'est le genre de discours qu'on va nous vendre. Et d'une certaine manière, soyons honnêtes, cette guerre est une guerre d'agression illégale. Mais si le résultat final de tout cela est la paix, si l'Iran vend du pétrole et de l'énergie sans sanction, qu'Israël ne menace plus l'Iran quotidiennement, et que le Liban vit en paix, peut-être l'État palestinien. Si tout cela en découle, laissons Donald Trump le présenter comme il veut. Écoute, il sera de toute façon hors du pouvoir dans 2 ans. Il ne va pas rester éternellement. Mais tu sais, nous n'avons pas toujours besoin de chercher le mal dans les choses. Je ne dis pas que Donald Trump est bon. Je ne le dis pas. Je ne soutiens pas ce qu'il fait. Je dis simplement qu'à cause de l'Iran, à cause du sacrifice du peuple iranien, du sacrifice du peuple libanais, du sacrifice du Hezbollah, du sacrifice du peuple palestinien, nous sommes aujourd'hui dans une situation où les États-Unis, le militarisme, ne sont plus les bienvenus au Moyen-Orient. Et les États-Unis partiront. Et c'est la réalité. Allons-nous partir complètement? Je ne sais pas. Je pense que ce sera progressif. Mais je ne pense pas que nous reviendrons au Qatar. Je pense que la 5e flotte à Bahreïn appartient au passé. Il n'y aura plus de 5e flotte, peut-être un détachement des gardes-côtes, chargé d'aider à secourir les marins noyés dans le détroit d'Ormuz, aux côtés de la marine iranienne. Les Américains et les Iraniens travaillant ensemble dans la paix et l'harmonie. Qui sait? Mais vous savez, nous n'aurons plus besoin du renforcement militaire au Koweït. Nous pourrons ramener tout ce personnel chez nous. Même chose pour Abu Dhabi. Nous n'avons pas besoin des bases que nous avons là-bas. L'Arabie saoudite, nous pourrions conserver une sorte de capacité logistique résiduelle, mais vous savez, cela finira aussi par être retiré. C'est l'une des plus grandes victoires que les Iraniens pouvaient espérer. Il est simplement important, à ce stade, de ne pas la présenter comme une victoire éclatante. Il faut juste laisser les choses se faire. Parfois, le mieux à faire, c'est simplement de laisser les choses se faire. Et laisser Trump, peu importe comment il présente ça. Est-ce que les Iraniens se soucient de la politique intérieure américaine? Laissez Donald Trump jouer à ses petits jeux politiques américains. Tant que les troupes partent, peu importe comment il présente ça. Peu importe. Scott, comment vois-tu Dubaï? Comment vois-tu les Émirats arabes unis dans le scénario que tu viens de mentionner? Ça dépend de la façon dont ils veulent jouer ça. Tu sais, ils sont complètement déséquilibrés parce que they're out of whack because Iran is retaining control of the Strait of Hormuz. l'Iran conserve le contrôle du détroit d'Ormuz, et cela les place dans une situation délicate. Vous savez, ils vont parler d'un oléoduc et de tout ça. Mais au bout du compte, cela signifie que l'Iran est l'acteur dominant dans la région, et qu'Oman devient le partenaire clé, pas les Émirats arabes unis. Les Émirats ont gâché cette occasion. Ils auraient pu être le partenaire essentiel. Ils auraient pu être un partenaire pour la paix, mais ils ne l'ont pas été. Ils ont été un partenaire pour la guerre. Vous savez, l'autre conséquence de tout cela, c'est que je pense que cela va approfondir la fracture entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite également. Donc, ils sont en difficulté. Je pense qu'ils sont dans une très mauvaise posture. Ouais. Ils avaient cette division, Scott.
Ils avaient cette division au Yémen, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Je pense que ça se produit en ce moment aussi. Je ne pense pas que les Émirats arabes unis s'en sortent. Dans toute la région. Ils l'avaient au Soudan, ils l'ont en mer Rouge. Les Émirats arabes unis essaient d'intervenir et de s'emparer de ports pour rivaliser avec l'influence saoudienne. Je pense que les Émirats ont perdu ce statut et qu'ils vont devoir désormais se concentrer sur leur survie, littéralement leur survie. Comment maintenir les investissements? Comment garder l'intérêt des centres financiers pour Dubaï? Écoutez, l'Iran et les BRICS. Encore une fois, je ne peux pas prédire l'avenir. Mais peut-être que l'Iran construira une nouvelle capitale et que cette capitale deviendra un pôle financier pour l'Union économique eurasiatique en Asie centrale. Et vous savez, peut-être que l'Iran commencera à attirer le type d'investissement étranger que Dubaï cherchait à attirer, parce que l'Iran est un meilleur acteur pour cela. Et je vois bien que l'Iran va se retrouver en concurrence avec les Émirats arabes unis sur de nombreux fronts et qu'il exercera une influence bien plus grande. Les Émirats ont tout gâché. Vous savez, ils ont essayé de se présenter comme la Sparte du Moyen-Orient. Ils sont devenus une nation très militariste, cherchant à défier l'Arabie saoudite pour la prééminence, et tout s'effondre autour d'eux. Jusqu'où ira cet effondrement, je n'en sais rien. Mais je pense sincèrement que la famille régnante doit commencer à réfléchir à sa propre survie, que la situation pourrait devenir incontrôlable au point que la population se retourne contre elle et qu'elle doit fuir. Et ils ne fuiront pas vers Riyad. Alors, où iront-ils? C'est une bonne question. Peut-être que les Iraniens les accueilleront. Qui sait? Scott, je pense que les politiques d'Israël devraient essentiellement dépendre de ses capacités actuelles en matière d'autodéfense, d'intercepteurs, de radars. Nous savons que l'Iran a en grande partie détruit la plupart de ses radars à l'intérieur d'Israël, pas à l'extérieur. Je ne parle pas des pays du CCG. Alors, veulent-ils vraiment rester dans ce combat, poursuivre cette guerre? Parce que regardez cette photo que nous avons vue, l'un des intercepteurs qu'Israël utilise pour la fronde de David, et elle montre que le missile a été produit en 2026. Et vous savez, c'est la réalité. Je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles Donald Trump ne voit pas de solution militaire à ce qui se passe, s'il y croit vraiment, Israël est en difficulté. Je veux dire, l'intercepteur que tu as montré, je crois que c'était un intercepteur de type fronde de David, mais il avait été adapté pour être utilisé dans un système Arrow, parce qu'ils n'ont plus de missiles Arrow. Donc ils n'ont pas... Israël est en difficulté. Ils sont dans une situation très grave. Ils ont une armée très puissante. Je veux dire, ils ont encore la capacité de lancer des frappes aériennes, non seulement contre le Liban, mais aussi contre l'Iran. Tu sais, ils ont déjà prouvé qu'ils en étaient capables. Mais c'est tout ce qu'ils ont. Économiquement, ils se sont effondrés. Il n'y a plus d'économie pour eux en ce moment. Comment vont-ils faire? Personne ne parle de reconstruction, des coûts de la reconstruction. D'où va venir cet argent? Est-ce que le contribuable américain va payer pour ça? Non. Est-ce que les Chinois vont venir payer pour ça? Alors, qui va payer? Israël est dans une situation très très difficile en ce moment. Et il y a une énorme lutte politique. Netanyahou contre l'opposition. Je pense qu'Israël va devoir se réduire et devenir un acteur plus responsable, concentré sur la préservation de ce qu'il possède, plutôt que d'essayer de créer quelque chose qu'il n'a pas, comme un grand Israël. Je pense que la question en ce moment est de savoir si les États-Unis vont négocier de bonne foi ou s'ils vont conclure une sorte d'accord du type Minsk II. Si vous vous souvenez, c'était entre la Russie, l'Allemagne et la France pendant le conflit en Ukraine. Y a-t-il quelque chose à comprendre à ce sujet?
Voyez-vous cette administration comme capable de saisir ce qui est en jeu pour elle, ainsi que l'histoire de ce genre de fausses négociations? Parce que je ne vois pas cela se produire. Je ne vois pas en quoi cela aiderait ou ferait progresser quoi que ce soit au Moyen-Orient, ni en quoi cela améliorerait la situation là-bas. Sadly, you're right on. Malheureusement, tu as raison à ce sujet. Mais parfois, plusieurs facteurs se rejoignent. Cette administration n'a qu'un objectif, se préserver elle-même, tout simplement. Et maintenant, elle a intérêt à maintenir la stabilité au Moyen-Orient. Pas une fausse stabilité, car ils doivent comprendre que s'ils jouent à des jeux stupides, tout pourrait s'effondrer cet été, et ce serait fini. Ce serait la fin de Trump. Si tout s'effondre cet été, si la guerre éclate à nouveau, ce sera l'héritage de Donald Trump, terminé. Ils devront donc faire appel à des experts. Les personnes qui ont promu cette guerre ne seront pas celles qui feront la promotion de la paix. Il faudra faire appel à des gens qui comprennent l'Iran et qui ont une vision plus globale des choses. Il y a là un certain potentiel. Encore une fois, je vais sans doute énerver votre public, mais je m'en fiche parce que le Conseil de la paix est une plaisanterie. Nous savons que c'est une plaisanterie. Nous savons que c'est un jeu d'ego de Donald Trump. Mais parfois, les plaisanteries peuvent être utiles. Regardez la composition du Conseil de la paix, regardez les personnes qui y ont adhéré, ce sont tous des acteurs régionaux, et ils avaient été initialement sollicités pour fabriquer une sorte de solution pour Gaza. Mais ce sont les mêmes acteurs qui devraient jouer un rôle dans le Golfe Persique. Les mêmes acteurs. Il y a un potentiel ici. Et encore une fois, Donald Trump a créé quelque chose. Son ego est en jeu. Mais s'il peut prendre le Conseil de la paix et réellement écouter les personnes concernées, pas les Kushner ni les Américains, qui ne sont que des acteurs politiques, mais les acteurs des États arabes du Golfe qui doivent désormais s'engager dans cette paix, parce qu'il est dans leur intérêt d'avoir un accord de paix. Alors on peut utiliser ce Conseil de la paix pour s'engager dans une dynamique plus large de paix et de stabilité. Et cela serait à l'avantage de Donald Trump. Voyez, maintenant, Donald Trump fait quelque chose qui sert ses intérêts politiques, et aussi quelque chose qui doit réellement tenir compte de l'histoire, des cultures, des réalités, et pas en passant par un Jared Kushner ou un Steve Witkoff comme filtre, mais en s'appuyant sur les véritables acteurs, les chefs d'État, les premiers ministres, les personnes qui se tenaient à ses côtés sur cette tribune lorsqu'il a proclamé le Conseil de la paix. Maintenant, il faut les amener à se rassembler et à adhérer à cette idée. Il y a là un potentiel. Cela ne veut pas dire que cela va se produire. Cela ne veut pas dire que Donald Trump possède les compétences nécessaires pour y parvenir. Mais il y a tout de même un potentiel pour que quelque chose de positif en ressorte. Comment vois-tu l'Irak? L'Irak, c'était quelque chose de différent, Scott. Avant que cette guerre n'éclate, on parlait du Hezbollah au Liban, on parlait des Yéménites, mais personne ne parlait de la résistance en Irak. C'était le nouvel élément dans cette guerre. Et comment vois-tu l'Irak avec le temps? Nous savons que ces pays de l'OTAN ont retiré leurs troupes d'Irak. En ce moment, l'Irak est, à mon avis, un phénomène totalement différent. Comment vois-tu cela? Vous ne pouvez pas maintenir l'Irak sans l'infrastructure globale, les installations militaires qui se trouvaient dans la région. La base aérienne d'Al-Udeid servait de centre de commandement et de contrôle pour projeter la puissance aérienne sur l'Irak. Le Koweït était la base logistique qui la soutenait. Nous perdons tout cela. Il n'y a aucune raison pour que nous restions en Irak. C'était une mission héritée. Nous quittons l'Irak. Je pense que c'est ce qui va se passer.
C'est insoutenable. Et nous devons accepter le fait que l'Iran exercera une influence politique significative sur l'avenir de l'Irak. L'Iran est assez intelligent pour savoir qu'il ne veut pas aliéner les sunnites. Vous savez, résoudre la question kurde est une occasion de travailler ensemble. Mais vous savez, les Kurdes se sont encore une fois détruits eux-mêmes en s'alliant aux États-Unis. Je pense que vous allez voir l'Irak se débarrasser de l'influence américaine. Mais il faut aussi se rappeler qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers dans le pétrole irakien et l'Irak ne veut pas les perdre. Donc je pense que vous allez voir un Irak beaucoup plus stable. Je ne pense pas que l'État islamique va ressurgir et je vois simplement les États-Unis quitter l'Irak. Il n'y a aucune raison pour que nous restions là-bas et nous quitterons aussi la Syrie. Je dirais que si J.D. Vance cessait de traiter avec l'Iran, puis avec l'Ukraine, il aurait certainement de gagner en 2028, Scott. Encore une fois, vous vous souvenez que je suis allé en Russie et de ce dont j'ai parlé avant d'y aller, le grand accord, le grand marché avec la Russie. Je pense que c'est en train de se produire. Je pense que cela se passe en ce moment même. Et encore une fois, vous savez, tous les détracteurs de Trump disaient « Scott, tu défends Donald Trump ». Non, ce n'est pas le cas. Je parle simplement de la réalité, les gars. La réalité. Donald Trump pourrait travailler avec les bonnes personnes. Il est dans l'intérêt de la Russie d'avoir de la stabilité, de mettre fin à ce conflit. La Russie ne veut pas que cette guerre dure éternellement. Donald Trump a besoin que cette guerre s'apaise cet été. Il doit pouvoir dire « J'ai apporté la paix en Ukraine ». J'ai apporté la paix au Moyen-Orient. C'est la seule façon pour lui de s'en sortir. Et je vois cela se produire. Je le vois se produire de manière évidente. Alors voyons ce qui va se passer. Cela ne veut pas dire que je suis ravi de Donald Trump et je ne le promeus pas. Je méprise cet homme. Mais je crois aussi que la paix vaut mieux que la guerre. Et je ne veux pas faire tomber Donald Trump au détriment de millions de personnes au Moyen-Orient et en Europe qui souffrent à cause de ces guerres sans fin. Si le fait de donner à Donald Trump le sentiment d'être en meilleure position d'ici novembre signifie que la paix éclate au Moyen-Orient et en Ukraine, je suis tout à fait pour. Avant de conclure, Scott, je pense que la question de l'OTAN est particulièrement importante en ce moment. Comment la vois-tu? Nous avons la guerre en Ukraine, nous avons la guerre au Moyen-Orient, comme nous en avons parlé. Que signifient ces deux guerres pour l'avenir de l'OTAN? On peut siffler le clairon toute la journée. C'est fini. L'OTAN est terminée. C'est fini. Au revoir. Adios. Il n'y a plus de mission pour l'OTAN. Elle n'en a pas. Elle existe pour ne rien faire. La Russie n'est pas une menace. Ils peuvent en parler. Mais l'Europe doit désormais se concentrer sur sa propre survie. Survie économique. Survie énergétique. Et donc elle va devoir se tourner vers l'énergie russe. Ils ne peuvent pas. L'Amérique va se retirer. L'OTAN a échoué au test décisif. Vraiment, elle l'a raté. Et il y a du ressentiment en ce moment. Écoute, Trump a besoin de désigner des coupables. Je pense que Pete Hegseth, c'est du passé. Je ne pense pas qu'il tienne jusqu'à l'été. Je pense que d'autres personnes pourraient partir aussi. Et je pense que l'OTAN va être sacrifiée. Nous avons sifflé et notre chien n'est pas venu. Alors nous n'allons pas continuer à le nourrir. C'en est fini de l'OTAN. Il n'y a plus de raison pour qu'elle existe. Ce qui est intéressant, c'est que la disparition de l'OTAN pousse désormais l'Europe à parler d'une Europe, enfin, vous savez, du rôle de l'UEMR, selon laquelle l'UEMR devrait désormais prendre en charge une sorte d'alliance militaire. Et les Russes se disent, eh bien,
vous nous facilitez bien la tâche, car la Russie avait auparavant déclaré « C'est l'expansion de l'OTAN que nous refusons, mais nous ne nous opposons pas à votre adhésion à l'UMER. » Désormais, la Russie peut dire « Nous ne soutenons pas non plus votre adhésion à l'UMER. » Par exemple, avec l'Ukraine. L'Ukraine disait « Eh bien, nous allons rejoindre l'UR », même si l'UNFMER répondait « Non, vous ne le ferez pas ». Mais maintenant, la Russie va dire « Non, vous ne le ferez pas ». Cela simplifie simplement à quoi ressemblera finalement un accord de paix avec l'Ukraine, c'est-à-dire une abdication complète et totale face aux exigences de la Russie. Il y aura un peu de communication, mais quel sera l'accord de paix au Moyen-Orient? Une abdication complète et totale face aux exigences iraniennes, avec quelques modifications, quelques adaptations, mais l'Iran obtiendra ce qu'il veut, la Russie obtiendra ce qu'elle veut, et l'Europe sera, vous savez, là où elle doit être quand on choisit le mauvais camp. Il y a des conséquences à ces actes. There are consequences for actions.